Bonjour à tous et bienvenue sur les chaînes parlementaires. Nous nous trouvons aujourd'hui à la Mutualité, à Paris, pour le Conseil national du Parti communiste français. Un Conseil national, c'est un petit peu le parlement du parti. Le but, c'est bien de définir les orientations après l'élection présidentielle et le bon score du front de gauche à l'élection présidentielle, mais réfléchir surtout à la cause de l'échec des élections législatives, moins de 10 députés élus pour le Parti communiste. Eh bien, la solution est très simple. Il y a eu un vote des 70 000 adhérents du Parti communiste il y a à peu près une demi-heure. Le Parti communiste français a décidé de ne pas participer au gouvernement Hérault 2 qui sera sûrement annoncé demain. Et avec nous, pour parler un petit peu bien de toutes ces interrogations, Nicole Borvo. Nicole Borvo est la présidente du groupe communiste au Sénat. Bonjour Nicole Borvo. Pourquoi cette décision de ne pas participer à ce gouvernement alors que c'est un gouvernement de gauche ? Vous avez bien dit que les communistes ont été consultés, en même temps la direction s'était réunie et nous avons considéré que les conditions d'une participation n'étaient pas réunies. Alors pourquoi? Parce que nous ne sommes pas, par principe, hostiles, bien entendu, à participer au gouvernement. Au contraire, nous l'avons montré d'ailleurs dans l'histoire, nous voulons pouvoir participer à des gouvernements qui font une politique qui convienne à la population. Et, voilà. Mais à vrai dire, Jean-Marc Ayrault, qui nous a posé la question d'ailleurs à l'issue de législatives, nous dit que sa seule feuille de route, ce sont les propositions de François Hollande à l'élection présidentielle. 60 propositions ou le programme de François Hollande à l'élection présidentielle. Nous considérons que dans ce programme, nous avons dit qu'il était insuffisant, non pas pour faire de la surenchère, mais parce qu'il ne nous paraît pas de nature à vraiment sortir le pays de la crise dans laquelle elle est. Et d'avoir une position vis-à-vis de l'Europe, enfin il y a tout un tas de paramètres, mais à vrai dire, s'il y a 4 millions de voix qui se sont portées au premier tour de la présidentielle sur le front de gauche, auquel nous participons, ça veut dire qu'il y avait quand même ces 4 millions de voix, elles exprimaient autre chose que le programme de François Hollande. Et apparemment, aujourd'hui, le président de la République et le Premier ministre n'en tiennent aucun compte. Alors, comment est-ce que vous allez faire pour peser si vous n'appartenez pas à ce gouvernement? Parce qu'on a l'impression que votre stratégie est un peu une solution d'équilibriste. Notre stratégie, elle n'est pas d'équilibriste parce que nous avons un objectif, c'est-à-dire nous avons un but, non pas de faire de l'opposition, nous appartenons à la majorité, il faut bien comprendre ça, puisque sans nous, il n'y aurait pas de majorité présidentielle. Sarkozy serait toujours là et on n'aurait pas gagné les élections présidentielles. Alors, ce que nous voulons, nous, c'est participer évidemment sur le plan parlementaire. Donc nous aurons un groupe à l'Assemblée nationale. Confirmez que vous aurez bien un groupe à l'Assemblée. Enfin, les choses sont en cours, je ne peux pas vous assurer vraiment, mais je crois que... Avec des invités députés, mais... Voilà, les choses sont en voie de réalisation, donc on aura un groupe à l'Assemblée nationale. Nous avons un groupe au Sénat où je vous rappelle que les socialistes n'ont pas la majorité à eux tout seuls. Bon, donc voilà. tout va se jouer au Sénat finalement. Oh, mais non, parce qu'on ne peut pas dire les choses comme ça. D'abord, le Sénat n'a pas le pouvoir d'empêcher les lois. Mais nous voulons que la gauche réussisse. Donc, nous ferons tout. Bon, par la voie parlementaire, ça ne pas grand-chose, puisqu'ils ont la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Mais dans le pays, pour que la gauche réussisse. Et pour nous, pour que la gauche réussisse, il faut faire des choix. Notamment sur le plan, par exemple, relance ou non du pouvoir d'achat, enfin, augmentation du pouvoir d'achat de nos concitoyens, par la hausse des bas salaires, par le SMIC, voilà, qui permettent une relance par la consommation. Non pas qu'il n'y a que ça à faire, mais c'est une question de justice et d'efficacité. Aujourd'hui, non. Jean-Marc Ayrault, il dit non. Nous faisons tout pour que cette question devienne incontournable dans le pays et donc au Parlement. Pareil sur l'Europe. Le traité constitutionnel, le traité Sarkozy-Merkel, est-ce qu'il va être Hollande-Merkel maintenant? Enfin, il était plutôt Merkel-Sarkozy, est-ce qu'il va être Hollande-Merkel? Et au fond,
nous enfermer dans une logique de la logique du déficit et de la règle d'or. Si c'est ça, il n'y aura pas de croissance. Donc nous ferons... Vous serez un petit peu le poil à gratter de ce gouvernement ou le Parti socialiste. Poil à gratter. Bon, c'est une expression comme une autre, mais j'aime pas poil à gratter, parce qu'en réalité, c'est une tâche ardue. Le poil à gratter, c'est des paroles, vous voyez, on va s'opposer au Parlement. Non, on va pas faire de la surenchère au Parlement, ça ne sert à rien. Mais on va faire en sorte que ce que nous pensons et ce que nous proposons s'entendent davantage. Nous allons continuer le front de gauche. Nous avons réussi un certain nombre de choses dans la campagne des présidentielles avec le front de gauche. Nous avons réuni beaucoup de gens. Nous avons entraîné beaucoup de jeunes. Ils n'ont pas été votés en législative pour la plupart. Mais là, nous allons les solliciter de nouveau. Nous allons tenir des assemblées citoyennes. On a commencé à le faire, ça marche. Pour que les gens comprennent qu'il ne suffit pas de voter, il ne suffit pas d'avoir chassé Sarkozy, ça tout le monde est content, c'est vrai, parce qu'au fond c'était l'objectif, voilà, il n'y avait pas les gens n'étaient pas emballés par le programme de François Hollande. Aux législatives, ils ont dit il faut lui donner une majorité, c'est normal de voter pour lui, on va voir ce qu'il va faire. Nous ne voulons pas qu'on dise on attend ce qu'il va faire, on attend que ça réussisse. Voilà. Merci Nicole Banvaux. Je vous laisse rejoindre la salle qui a pris un petit peu de retard. Nous allons assister au discours de Pierre Laurent, le secrétaire national du Parti communiste, qui sera à peu près d'ici 10 minutes. En attendant, André Chassaigne nous rejoint. Bonjour André Chassaigne. Vous êtes sûrement le prochain président du groupe communiste. Ce groupe communiste, il aura bien lieu? Absolument pas. Absolument pas. Non, finalement, non. Absolument pas président d'un groupe communiste, président d'un groupe de la gauche démocrate et républicaine, c'est-à-dire un groupe qui sera dans le prolongement du groupe que nous avions mis en place en 2007. Donc, tel qu'il reste aujourd'hui, la même enseigne. Qui restera le groupe GDR et qui comprendra deux composantes. Une composante des députés du Front de gauche, c'est-à-dire des 10 députés du Front de gauche, et une composante de députés progressistes ultramarins issus de différents départements. Est-ce que vous pouvez le confirmer? Ce groupe pourra être actif dès la reprise de la session parlementaire? Oui, je peux le confirmer. Certes, il nous faut formaliser l'adhésion de certains élus à ce groupe dans la mesure où il faut un contact physique et que ces élus ultramarins arrivent pour certains d'entre eux uniquement demain, où je vais pouvoir les rencontrer. Mais sans aucun doute, ce groupe sera opérationnel le jour de la rentrée parlementaire. André Chassaigne, comment expliquer cet échec? Est-ce qu'on peut parler d'échec aux élections législatives? Je dirais que d'abord, il suffit de constater comment nos députés sortants ont été battus. Ils ont été battus en progressant électoralement. Or, vous perdez quand même. Oui, mais les progrès des candidats du Parti socialiste, donc, ou des candidats soutenus par le président de la République, ont été tellement forts, liés à un effondrement des voix de droite, que nos députés sortants, plusieurs de nos députés sortants, ont été dépassés. Est-ce qu'il sera facile quand même d'exister avec l'hégémonie, on peut le dire, l'hégémonie du Parti socialiste aujourd'hui? Moi, je ne parlerai pas d'hégémonie. Je pense que nous aurons toute notre place dans sur la base de la construction, sur la base de, comme on dit dans notre langue de bois un peu, de muscler la gauche pour apporter des propositions qui soient des propositions fortes, parce que on veut que le changement réussisse, on veut que la gauche réussisse, on se place dans le cadre de cette réussite de la gauche, mais on pense que pour réussir, la gauche doit prendre des mesures fortes, ne doit pas se résigner et doit en particulier s'attaquer à la domination de l'argent. André Chassaigne, vous serez le leader de ce groupe à l'Assemblée. Comment est-ce que vous allez faire? Vous allez vous opposer sur des textes ou vous serez suiviste du Parti socialiste? Alors je dirais d'abord que je serai le porte-parole de la composante des députés Front de gauche, tout en étant le président du groupe de la gauche démocrate et républicaine. Et en tant que porte-parole des députés Front de gauche, nous poserons les questions à partir des textes de loi. Nous voterons ce qui ira dans le bon sens et nous ferons par voie d'amendement
évoluer le contenu des textes de loi pour qu'ils aillent encore plus loin. Ça veut dire peut-être s'abstenir sur des textes s'il le faut? Bien sûr, si c'est nécessaire, nous abstiendrons, mais nous n'avons pas d'a priori qui soit un a priori d'être des opposants. J'ai une expression, je dis nous n'allons pas passer notre temps avec des grenades à la main que l'on s'amuserait à dégoupiller et à jeter sous les jambes des ministres. C'est pas ça. Notre positionnement, c'est de construire. Je reviens sur cette question parce qu'on a du mal à comprendre. Ni opposition, ni majorité. Ça veut dire quoi en fait? Comment vous dans la majorité? Nous nous situons dans la majorité de gauche. Pourquoi ne pas aller au gouvernement? On peut être dans une majorité parlementaire sans pour autant participer à un gouvernement. La majorité parlementaire, c'est une chose sur les textes de loi. La majorité gouvernementale ou la participation au gouvernement, c'est autre chose. Un mot quand même sur l'élection présidentielle. On sent que, évidemment, Pierre Laurent, à tout moment, va commencer. On s'interrompra pour l'écouter. Un mot sur cette élection présidentielle. Quel bilan vous en tirez? Le Parti communiste a-t-il été noyé à l'intérieur du front de gauche, à cause peut-être de la trop grande présidentialisation de Jean-Luc Mélenchon? Je ne pense pas que le Parti communiste ait été noyé, mais c'est vrai que la personnalité de Mélenchon et sa candidature à Hénin-Beaumont a attiré les éclairages. En quelque sorte, le fait d'avoir cette lutte considérée comme emblématique a fait que la campagne s'est portée sur le scrutin d'Hénin-Beaumont et que par voie de conséquence, on a sans doute perdu de la lisibilité ailleurs sur le territoire. Donc c'est quelque chose que vous regrettez? Je ne regrette pas dans la mesure où ça a été un choix, qui est un choix des camarades du Pas-de-Calais. Je respecte ce choix, mais je pense qu'on a peut-être insuffisamment pris en compte les conséquences que ça aurait sur la lisibilité de notre campagne nationale. Comment est-ce que vous allez voyez les choses pour le gouvernement de Jean-Marc Ayrault dans les prochaines semaines? Est-ce qu'il sera confronté, on le sent monter peut-être, à le mécontentement de la rue, quand on voit notamment la situation européenne? Je crois... Bon, il y aura des questions de fond, bien sûr, qui vont venir. Je vais écouter Pierre Laurent. Il n'a pas encore commencé, mais ça ne serait tardé. Nous allons évidemment rejoindre la salle. André Chassaigne est parti écouter le secrétaire national du Parti communiste. Actuellement, tous les responsables du Parti communiste, Marie-Georges Buffet, Roland Museau et d'autres parlementaires sont en train d'accéder sur la salle. Vous allez peut-être le voir sur l'image actuellement. Évidemment, il est question de la stratégie du Parti communiste, réussir le changement. C'est le thème de ce Conseil national. On va sûrement aller dans la salle actuellement pour écouter Pierre Laurent, le secrétaire national du Parti communiste français. Nous savions ces batailles cruciales parce que notre pays et l'Europe sont plongés dans une crise extrêmement grave, parce qu'il fallait chasser Sarkozy et les siens du pouvoir, parce qu'il fallait ouvrir la porte au changement et parce qu'il fallait contrer le danger du Front national. Nous pouvons être fiers, et je suis fier comme secrétaire national du Parti communiste français, des batailles que nous avons menées toute cette année. Effectivement, nous avons chassé Nicolas Sarkozy et nous avons livré avec l'élection présidentielle une bataille qui fera date, qui nous a permis de rassembler 4 millions de voix autour de la candidature de Jean-Luc Mélenchon pour laquelle nous nous étions prononcés l'an dernier. Mais notre victoire à l'élection présidentielle n'a pas été seulement une victoire arithmétique, bien que ce chiffre de 4 millions de voix ait une grande signification politique. Nous sommes fiers du programme L'Humain d'abord et des idées qu'il a semées dans le pays, ce programme qui a été diffusé à des centaines de milliers d'exemplaires et dont les idées, les propositions vont peser dans les semaines et dans les mois à venir. Nous sommes fiers, particulièrement fiers, de la mobilisation citoyenne qui s'est levée autour du Front de gauche et dont le symbole a été la marche pour la 6e République à la Bastille et aussi tous les importants meetings que nous avons tenus dans cette campagne. Nous sommes fiers que des milliers de jeunes dans tout le pays aient progressivement rejoint notre campagne, retrouvant le chemin de la politique là où on les disait soi-disant désintéressés ou apolitiques, ces jeunes que nous retrouvons aujourd'hui dans toutes les initiatives que nous tenons. Nous sommes fiers d'avoir renoué le dialogue dans tout le pays avec des milliers
de syndicalistes qui ont voulu se mêler de cette échéance politique et qui veulent continuer à construire avec nous. Nous sommes fiers d'avoir retrouvé dans cette bataille beaucoup de militants associatifs, de militants de la culture, qui ont trouvé dans la campagne du Front de gauche une campagne de contenu avec des objectifs élevés, une campagne dans laquelle ils se sont reconnus. Et je veux saluer ce soir, au moment où nous clôturons la conférence nationale que nous avons tenue, je veux saluer les 6000 adhésions nouvelles au Parti communiste que nous avons réalisées dans cette campagne. Le Front de gauche aujourd'hui n'est plus ce qu'il était il y a un an. C'est une construction politique originale qui rassemble aujourd'hui des partis, dont le nôtre, et leurs militants, mais aussi à côté de ces partis et de leurs militants, des milliers de citoyens engagés dans la vie politique et qui veulent continuer à être de cet espace politique original. Et nous sommes fiers de cela, parce que la victoire de la gauche et le succès du Front de gauche sont des motifs d'espoir dans la période nouvelle que nous abordons aujourd'hui. Les points que nous avons marqués dans la campagne des élections présidentielles, nous avons continué à les marquer dans les élections législatives, où nous avons à nouveau remporté d'importants succès, avec 1 800 000 voix aux élections législatives. Nous avons rassemblé plus de 575 000 voix supplémentaires par rapport à ce qu'avaient rassemblé les candidats communistes aux élections législatives de 2007. Évidemment, et nous en avons parlé aujourd'hui, nous sommes face à la déception de n'avoir pu renforcer, malgré ce progrès en voix et ce progrès en pourcentage, le nombre de députés communistes et de députés du Front de gauche à l'Assemblée nationale. Il y a là une formidable injustice démocratique. Une force comme la nôtre, qui a marqué l'élection présidentielle avec un progrès formidable. Une force comme la nôtre, qui s'est renforcée dans les élections législatives, aura demain, en ce moment, pour les 5 années à venir, une représentation parlementaire à l'Assemblée nationale amputée. Eh bien, cette injustice démocratique est une injustice qui doit être réparée dans les années à venir. Le chantier de la transformation des institutions démocratiques est un chantier pour lequel nous allons nous battre sans relâche dans les années à venir. Et la gauche qui a promis d'engager ce chantier ne doit pas se dérober. Il faut rendre à la démocratie toute sa vitalité et il serait normal qu'une force comme la nôtre soit plus représentée de manière plus importante à l'Assemblée nationale. Malgré cela, et je vous le confirme, nous aurons un groupe à l'Assemblée nationale. Ce groupe associera les 10 députés du Front de gauche qui ont été élus et des députés ultramarins qui garderont leur originalité, mais qui sont aussi heureux de travailler avec nos députés parce qu'ils savent que nous les respectons et que nous respectons leurs convictions et leur travail parlementaire. Ce groupe sera une voix forte dans l'Assemblée nationale et c'est un acquis qu'il faut valoriser dans le pays. Mais je veux le dire et le redire pour conclure sur ce point. La République, la gauche ne peuvent pas être quittes pour autant, même après la constitution de notre groupe. C'est un appel que je veux lancer. Dans 5 ans, la même injustice ne peut pas se reproduire une nouvelle fois encore. Il faut changer la République. C'est un devoir pour toutes les forces de gauche. Il faut instaurer la proportionnelle. Il faut interdire. Il faut limiter le cumul. Il faut instaurer des modes de scrutin qui favoriseront et permettront réellement la parité et empêcheront certaines forces de se dérober à cette exigence. Il faut un fonctionnement des institutions
qui redonne réellement le pouvoir au peuple, qui le consulte sur les projets à venir. Et il serait invraisemblable qu'à nouveau, par exemple cet été, des projets très importants qui n'auraient pas été soumis à l'élaboration collective du peuple français soient votés sans que cet effort d'élaboration démocratique soit réellement mis en œuvre. Il faut réformer la télévision, les médias et la presse qui ont joué, qui dominés par les forces de l'argent ou caporalisés, comme ça a été le cas par le président de la République Sarkozy dans les 5 dernières années, n'ont pu jouer un rôle réel et bénéfique au service d'une démocratie pleinement reconnue. Et je ne résiste pas quand même à évoquer la dernière semaine de campagne entre les 2 tours, où les 2 grands événements de la campagne, une semaine durant, auront été le tweet à propos de l'élection de La Rochelle, qui a occupé des heures et des heures d'antenne, et la promotion qui a continué du Front National jusqu'à présenter dimanche soir Marion Le Pen, parrainée par Jean-Marie Le Pen, comme la grande nouveauté de la vie politique française. Cette entreprise de banalisation a continué et elle met en cause la qualité de l'information dans ce pays. Eh bien, ces transformations démocratiques sont des transformations démocratiques auxquelles la gauche, je l'ai dit, ne peut se dérober. Quels que soient les obstacles démocratiques que nous rencontrons, nous sommes debout, nous sommes décidés à mener le combat. Je l'ai dit, nous avons en quelques jours, et ça n'était pas simple après tout ce que nous avons fait pendant 1 an, nous venons avec une dignité incroyable et un sens des responsabilités politiques remarquables, de prendre en 3 jours, après avoir consulté tous les communistes en France, des décisions importantes pour l'avenir. Nous faisons face à nos responsabilités. Une fois de plus, le Parti communiste français fait face à ses responsabilités. Et je veux féliciter tous les communistes, tous les candidats, tous les militants du Front de gauche, bien au-delà de notre formation, pour le travail accompli toute cette année. Et je veux singulièrement, puisqu'ils m'entourent, féliciter tous nos parlementaires qui ont mené cette bataille avec courage pendant les semaines écoulées. Je veux féliciter, et je vous demande de le saluer, André Chassaigne, qui va présenter, qui a été brillamment réélu dans sa circonscription et qui désormais va présider notre groupe à l'Assemblée nationale. Nous savons que nous pourrons compter avec lui sur une voix forte pour défendre les idées du Parti communiste et de l'ensemble du Front de gauche. Évidemment, j'associe au nom d'André celui de Marie-Georges Buffet, qui a été également réélue. Et de tous les autres députés qui ne peuvent être avec nous ce soir, Alain Bocquet, Jean-Jacques Candelier, Patrice Carvalho, qui a conquis son siège dans cette élection, Gaby Charroux et Nicolas Sansu, qui sont des nouveaux députés prenant la place de Michel Vaxès et de Jean-Claude Sandrier. Je veux également saluer les députés qui ne sont pas membres du Parti communiste, mais qui vont siéger dans notre groupe, François Asensi, Jacqueline Fraisse et Marc Dolez. Et je veux associer à cela nos députés européens, et notamment Patrick Le Yarrick, qui est parmi nous ce soir. Je veux également, en votre nom, saluer les députés sortants qui n'ont pas pu être réélus. Mais il faut le dire et le redire, après avoir réalisé chacun d'entre eux des scores remarquables, systématiquement en progrès sur les scores précédents, des scores dépassant dans chacune de leurs circonscriptions plus de 30%. Et je veux singulièrement saluer Roland Museau, qui a présidé le groupe avant André.
Roland a joué un rôle très important dans l'animation du groupe sous un quinquennat qui a été un quinquennat de combat contre Nicolas Sarkozy et les siens. Et évidemment, je veux associer au nom de Roland celui de Marie-Hélène Amiable, de Jean-Paul Lecoq, de Pierre Gosselin, de Jean-Pierre Brard et de Patrick Braouzek, qui n'ont pas été réélus. Alors aujourd'hui, nous voulons être utiles à notre peuple, car au fond, vous le savez tous, c'est pour nous la seule chose qui nous importe réellement, l'intérêt de notre peuple, l'intérêt de notre pays, la France, l'intérêt de l'Europe. Nous avons décidé des choses claires que nous allons porter à la connaissance du peuple français et nous avons adopté à la fin de notre conférence nationale une adresse qui sera largement distribuée. Je veux dire et le souligner que plus de 26 000 communistes ont participé au vote de ces derniers jours. Nous sommes une force militante remarquable qui a su, je le disais, une fois de plus, prendre ses responsabilités en quelques heures pour définir un état d'esprit clair, un état d'esprit de combat. Notre état d'esprit dans les décisions prises est simple. Nous voulons que les victoires remportées par la gauche répondent aux espoirs et aux attentes de celles et ceux qui les ont permises, aux espoirs et aux attentes qu'elles ont suscités dans le pays. Et nous n'aurons pas d'autre combat et pas d'autre obsession dans les mois et les années qui viennent que de faire réussir le changement pour améliorer la vie de ces millions de gens qui ont mis tant d'espoir dans la défaite de Sarkozy et dans la victoire de la gauche à l'élection présidentielle et aux élections législatives. Nous le savons, cela demandera d'agir, de rassembler, de proposer, et nous voulons faire pour cela du front de gauche plus que jamais un outil politique au service de l'intervention populaire, un espace politique ouvert où pourront s'investir toutes celles et ceux qui veulent faire réussir des projets de changement. Et nous allons travailler à cela, car il y aura des obstacles. La droite va se battre. L'extrême droite fera valoir systématiquement des propositions de division et de régression sociale. Le MEDEF est déjà mobilisé pour empêcher le moindre changement et défendre les privilèges qui ont été accordés par Sarkozy pendant toutes ces années. Et puis, nous le savons aussi, il y a des limites dans le projet présidentiel. Et nous voulons être une force d'action positive, une force d'action constructive pour pousser le changement en avant, parce qu'il y en aura besoin. Et très vite, je vous en dirai quelques mots. Oui, il va falloir pousser le changement si nous voulons qu'il advienne. Et pour ça, il va falloir favoriser l'intervention de notre peuple, comme nous avons déjà su le faire dans l'élection présidentielle et les élections législatives. Nous considérons en effet que le programme de François Hollande en l'état n'est pas en mesure de répondre à cette attente. Il ne se donne pas les moyens, il ne se fixe pas des ambitions à la mesure des urgences. C'est pour cela que nous n'irons pas au gouvernement et nous l'avons décidé très majoritairement. Nous mesurons parfaitement l'importance de ce choix. Nous aurions voulu qu'il en soit autrement. Nous sommes une force de gouvernement. Nous aspirons à prendre nos responsabilités, comme nous le savons le faire, dans les collectivités locales, dans les régions, dans les départements. Et nous voulons créer les conditions que cette situation change. Nous sommes disponibles. Mais il faut pour cela que nos propositions soient entendues. Et c'est cela qui aujourd'hui fait obstacle. Nous agirons pour changer cette situation. Mais le meilleur moyen de la faire évoluer est de dire la vérité. Aujourd'hui, les conditions ne sont pas réunies pour cette participation au gouvernement de Jean-Marc Ayrault. Parce qu'il nous le réaffirme,
Ma seule feuille de route est le programme présidentiel du premier tour. Et nous pensons qu'il n'est pas normal de réduire le programme d'une majorité aussi diverse à laquelle nous avons contribué avec les 4 millions de voix du Front de gauche au seul programme du candidat du premier tour. Il serait normal, il serait démocratique, il serait respectueux du pluralisme de la gauche qu'il en soit autrement. Mais pour nous, rien n'est figé. Nous ne considérons pas que la situation soit figée une fois pour toutes. C'est une décision collective, réfléchie, rassemblée que nous prenons, mais c'est une décision combative et nous allons œuvrer à faire entendre nos propositions dans ces conditions-là. Et je veux dire au passage, puisqu'on nous interroge souvent sur ça, les uns et les autres, il n'y aura pas je ne sais quel débauchage ou participation individuelle au gouvernement. Nous sommes une force politique responsable, une force politique mature, une force politique unie et rassemblée. Et la décision des communistes sera évidemment respectée. Pour nous, la politique est aussi une affaire d'éthique. Il n'y a pas d'arrangement politicien de couloir. Nous disons au grand jour ce qu'il en est. Nous affrontons les problèmes politiques, nous assumons nos décisions. Et j'ai lu à ce propos tellement de bêtises que je ne résistais pas au plaisir de leur tordre le cou ce soir. Nous prenons donc nos responsabilités en toute clarté. La France, les Français peuvent compter sur notre loyauté. Nous sommes une force intègre, une force qui agit en fonction de ses valeurs, une force qui veut travailler à des progrès pour notre peuple, et c'est la seule et unique chose qui nous intéresse. Ce ne sont pas les places qui nous intéressent. Alors les urgences et les problèmes ne manquent pas. Et je veux tout de suite y venir. Parce que notre décision, je l'ai dit, n'est pas une décision d'une force qui a décidé de rester spectatrice. Nous voulons agir sans attendre, pour permettre les changements auxquels nous croyons et que nous croyons indispensables à la réussite d'une politique de gauche. Je veux d'abord vous parler de l'Europe, puisque l'actualité va venir très vite avec le sommet européen des 28 et des 29 juin prochains. Nous avons, grâce à la victoire contre Nicolas Sarkozy, cassé le duo Sarkozy-Merkel. Et je peux vous dire, moi qui suis président du parti de la gauche européenne, que cette victoire a eu un retentissement dans toute l'Europe. Cette victoire n'a pas seulement soulevé l'espoir en France, elle a soulevé l'espoir dans l'Europe entière. Eh bien, puisque nous avons ouvert cette brèche, puisque nous avons défait le duo Sarkozy-Merkel, à quoi cela va-t-il servir? Il faut que cela ouvre des changements en Europe. Nous ne pouvons pas avoir chassé Sarkozy et gouverner demain avec le traité Sarkozy-Merkel. Oui, nous l'affirmons, c'est le moment de changer en Europe. La crise continue de s'approfondir et à chaque fois que sont mises en œuvre les recettes qu'on nous présente comme des solutions, eh bien c'est pire encore quelques mois après ces recettes. Ce qui se passe en Italie, en Espagne, au Portugal, en Belgique, le montre tous les jours. Et évidemment, ce qui se passe en Grèce. Et je veux saluer le formidable succès électoral remporté par les forces anti-mémorandum et par Syriza. Oui, ce qui se passe en Europe, ce qui se passe en Grèce montre que les forces existent et qu'un gouvernement de la France qui prendrait le taureau par les cornes et qui parlerait haut et fort en Europe, retrouvant sa liberté de parole, pour dire à tous, nous pouvons ensemble changer l'Europe, nous pouvons ensemble sortir des chemins de l'austérité qui nous conduisent à la catastrophe. Ce gouvernement-là serait entendu dans toute l'Europe.
Alors, je lance un appel à François Hollande. Monsieur le Président de la République, vous vous êtes engagé dans la campagne électorale à renégocier le traité européen. Et vous l'avez fait parce que vous-même avez considéré, en écoutant ce qui se disait dans notre pays, en écoutant ce que nous disions, en écoutant finalement ce que notre peuple disait déjà en 2005, que si nous restions avec ce traité, il ne serait pas possible de conduire votre politique, celle que vous avez promise aux Français. Eh bien, quand vous avez parlé de renégocier le traité, nous vous avons dit banco. Et nous sommes favorables à cette renégociation du traité. Or, on nous dit aujourd'hui que le traité de gouvernance sur la stabilité et la croissance, puisque c'est le nom barbare qu'ils ont inventé pour ce traité, en vérité, le traité Sarkozy-Merkel, qui n'est rien d'autre qu'un traité d'austérité budgétaire qui enfermerait la politique de la France et limiterait sa souveraineté. On nous dit aujourd'hui que ce traité pourrait ressortir intact du sommet européen des 28 et 29 juin. On se contenterait d'y ajouter quelques mesures dites de croissance, mais sans remettre en cause le traité budgétaire. Autrement dit, on ferait un affichage sur la croissance, alors que tout ce qui est inscrit dans le traité va contredire cette ambition de croissance. Nous ne pouvons pas rester dans cette contradiction. Si la France, si François Hollande, si vous voulez, Monsieur le Président de la République, être conséquent avec vous-même, vous ne pouvez que continuer à travailler à la renégociation de ce traité jusqu'à ce qu'elle soit obtenue, et vous pouvez compter sur nous pour être une force d'appui dans cette bataille. Les nouvelles sont plus inquiétantes encore, puisqu'Angela Merkel parle d'un vote au Bundestag dès le 29 juin après-midi ou dans les jours qui suivent, pour essayer de forcer la main de l'adoption de ce traité à tous les Européens. Nous ne pouvons pas accepter cela, d'autant qu'il se murmure aussi que la France pourrait inscrire elle-même la ratification de ce traité au Parlement dès les premiers jours de juillet. Eh bien, je vous relance un appel. Monsieur le Président de la République, ne faites pas ça. Résistez. Donnez-vous du temps et de la force. Tournez-vous vers les Français, vers nos parlementaires. Donnez à voir ce qu'il y a dans le traité européen. Distribuez-le dans le pays pour qu'un réel débat démocratique s'ouvre. Puisque Nicolas Sarkozy a tenu secret l'intégralité de ce traité, il doit être rendu public. Les parlementaires doivent avoir le temps de travailler, les Français de s'informer, les syndicalistes qui seront réunis à la conférence sociale, avoir le temps de lire ce qui est écrit réellement dans ce traité. Nous ne pouvons pas adopter un tel traité, a fortiori s'il n'a pas été réellement renégocié au forcing dans les premiers jours de juillet. Ce n'est pas possible. Et puisqu'on nous dit parfois que nous sommes un peu exagérés dans nos demandes, je voudrais vous lire, pour ceux qui n'y ont pas fait attention, la tribune publiée, je ne vais pas vous la lire en entier, la tribune publiée ce matin dans le journal Libération, dont le titre est explicite « Rejetons ce pacte budgétaire ». Par qui est signée cette tribune? Par Thierry Marchal-Beck, président du mouvement des jeunes socialistes de France, par Wolfgang Moizzi, président des jeunesses socialistes autrichiennes, par Marcelino Torrecanto, secrétaire général des jeunes socialistes espagnols, et par Sacha Vogt, président des Juso, des jeunes socialistes allemands. Et ils écrivent dans leur texte, entre autres choses, « Nous, jeunes socialistes européens, nous voulons une autre Europe, une Europe dessinée selon nos valeurs de solidarité, d'égalité et de justice. » Ils ajoutent « Nous sommes convaincus que l'Europe ne doit pas être un projet néolibéral, alors même que l'échelon européen a été utilisé dans la dernière décennie par les conservateurs et libéraux pour mieux imposer leurs idées néolibérales. Le pacte budgétaire pose la dernière pierre de cette politique. » Et il termine
C'est pourquoi nous exhortons nos partis pairs à ne pas ratifier le traité dans sa forme actuelle. Eh bien, nous disons, voilà ceux qu'il faut écouter, voilà les jeunes qu'il faut écouter, puisqu'ils sont l'avenir de la France et de l'Europe, et que vous-même, Monsieur le Président de la République, avez dit que la jeunesse serait la priorité de votre quinquennat. Commencez par écouter les vôtres. Écoutez les jeunes socialistes d'Europe et pas les perroquets du libéralisme. La porte-parole du gouvernement, Najat Vallaud-Belkacem, a ainsi déclaré au lendemain du vote des Grecs « Nous sommes heureux que les Grecs aient choisi l'euro ». Eh bien non, Madame la porte-parole, il ne s'agissait pas d'un vote entre les pros et les anti-euro. Ce coup-là, on nous l'a déjà fait en 2005. Nous n'étions pas des anti-européens et l'histoire a montré que c'est nous qui avions raison dans l'intérêt de l'avenir de l'Europe. Syriza a dit clairement oui à l'euro, non à l'austérité. En Grèce, les deux coalitions qui étaient en lice étaient une coalition pro-austérité emmenée par la droite et une coalition anti-austérité emmenée par Syriza. Le choix des Grecs, malheureusement Syriza ne l'a pas emporté, mais témoigne du fait que les forces de gauche disent clairement en Grèce non à l'austérité et c'est ce message-là qu'il faut entendre. Je le redis donc, ne faites pas ça, ne précipitez pas cette adoption et donnez-vous la force. Et nous sommes disposés, je le répète, d'empêcher l'adoption de ce traité et de le renégocier réellement. Et je vous le dis, parce que pour nous les choses sont très claires, qu'elles engagent trop de choses pour le quinquennat à venir. Nos parlementaires au Sénat et à l'Assemblée nationale ne ratifieront pas un traité qui n'aura pas été réellement changé. Et nous appellerons ces jours-ci, s'il le faut, à se mobiliser pour appeler les parlementaires à ne pas ratifier dans leur ensemble ce traité. La France doit au contraire mobiliser dans le pays et en Europe pour changer le rôle et les missions de la Banque centrale européenne et pour changer en profondeur les traités. Et nous renouvelons notre proposition qui figure dans le programme L'Humain d'abord. La France doit prendre l'initiative de convoquer des États généraux de la refondation européenne en mobilisant toutes les forces sociales, syndicales, citoyennes disponibles en Europe. Et je peux vous dire qu'elles sont très nombreuses à n'attendre que cela. De la même manière, nous allons lancer dans les jours qui viennent, avec le Parti de la gauche européenne, une initiative pour nous saisir de l'initiative citoyenne européenne et rassembler 1 million de signatures en Europe pour le projet d'une banque publique européenne au service exclusif du développement social et de la solidarité. Et je vais déposer cette proposition dans quelques jours à Bruxelles. Donc moi, comme président du PGE, avec à mes côtés Alexis Tsipras, ainsi que des représentants des mouvements sociaux et syndicaux venus d'Irlande, d'Italie, d'Espagne, d'Allemagne et de Belgique. Et cette bataille, nous engagerons la collecte des signatures dès la rentrée de septembre à la fête de l'humanité. Mais nous allons dès maintenant engager d'autres batailles. Les communistes nous l'ont dit et redit tous ces jours-ci dans la consultation que nous avons organisée. Les propositions qui sont celles du gouvernement aujourd'hui sur les salaires et le pouvoir d'achat ne sont absolument pas à la hauteur des urgences. Qu'on accorde une augmentation de 5% du SMIC tout de suite, nous disons que c'est insuffisant, mais nous prenons cette augmentation et les salariés concernés, évidemment, s'en réjouiront parce qu'ils souffrent trop. Et ils sont effectivement à quelques dizaines d'euros près pour arriver chaque mois à vivre normalement. Mais sans attendre, nous le disons clairement, il n'est pas question, il n'est pas possible, pour réussir une nouvelle politique économique dans le pays,
pour réussir à réduire les inégalités sociales. Il n'est pas envisageable que la gauche s'en tienne là. Il faut porter haut et fort des propositions ambitieuses de relance des salaires sur toute l'échelle des salaires, car le travail n'est plus reconnu à sa juste valeur dans ce pays et c'est une des sources de difficultés et une des sources de la crise et une source terrible de souffrance au travail pour des gens qui se dépensent sans compter dans l'intérêt du pays et qui ne comprennent pas pourquoi on méprise autant la valeur de ce qu'ils produisent, de ce qu'ils inventent, de ce qu'ils créent tous les jours, et ils ont bien raison. Nous serons extrêmement mobilisés et attentifs pour voir ce qui se passe à l'occasion de la conférence sociale de la mi-juillet. Nous serons attentifs à la parole des syndicalistes dans le pays. Nous avons besoin d'engagements forts du gouvernement. Il faut réouvrir les négociations salariales dans tout le pays. Il faut obliger les entreprises qui refusent les négociations salariales obligatoires annuelles à respecter cette obligation. Il faut repenser la politique salariale dans tout le pays, celle de la fonction publique comme celle de toutes les entreprises. Et sur cette bataille, nous allons continuer à sensibiliser, à mobiliser tout l'été et nous lancerons à la rentrée une grande campagne nationale pour la revalorisation des salaires et du pouvoir d'achat, ce qui passe aussi par le blocage des loyers, par le blocage de certains produits de première nécessité qui ne peuvent être seulement une mesure transitoire de 3 mois. De la même manière, il faut très vite de hautes ambitions en matière d'emploi. J'ai écrit il y a quelques semaines, tout de suite après sa nomination au Premier ministre, avec Roland Museau, qui était alors président du groupe, et Nicole Borvo, présidente du groupe au Sénat, pour lui faire 2 propositions. Un moratoire immédiat sur les licenciements et une interdiction et des mesures et la mise en débat dès la rentrée parlementaire de juillet de mesures anti-licenciement fortes. Notamment, nous reposions la question de l'interdiction des licenciements boursiers, mais il y a beaucoup d'autres mesures à prendre. J'ai reçu, dans les jours qui ont suivi, dans les heures même qui ont suivi, une réponse de Jean-Marc Ayrault. Il ne retenait pas notre idée de moratoire. Dommage, parce que nous avons vu que depuis, l'avalanche des licenciements et de l'annonce des plans sociaux continue. Mais il disait dans cette lettre qu'il était favorable à la mise en débat de mesures anti-licenciement très vite. Eh bien, nous reposons cette question aujourd'hui. Il faut s'y remettre sans tarder. Et par exemple, puisque les sénateurs socialistes ont voté le 16 février dernier en pleine campagne électorale sur notre proposition au Sénat, le projet que nous avons déposé pour l'interdiction des licenciements boursiers, eh bien nous redéposerons ce projet tout de suite et nous demanderons sa discussion. Et nous comprendrions très mal que ce qui était possible le 16 février, quand nous étions dans l'opposition, devienne subitement impossible, alors que nous avons, paraît-il, la gauche, tous les pouvoirs dans ce pays. Le gouvernement doit s'engager vite, parce que les forces patronales, elles, vont très vite. Et les salariés, les syndicalistes qui se battent ont besoin de l'appui de la puissance publique dans ces batailles. Et c'est pour ça qu'ils ont contribué aux victoires de la gauche. Le ministère du redressement productif ne peut pas devenir le ministère de la table ronde, une espèce de succursale du médiateur de la République qui recevrait les plaintes syndicales une fois les dégâts constatés. La responsabilité du ministère du redressement productif, c'est de prendre parti aux côtés des salariés, de ceux qui défendent le tissu industriel. Et pour prendre un exemple très d'actualité, les salariés de PSA ont été reçus lundi au ministère avec les élus de Seine-Saint-Denis, les salariés de PSA Aulnay, puisque vous le savez,
sur cette unité très importante de production automobile en Île-de-France et pour la France entière, un danger menace à l'évidence. Et la direction n'ose pas le dire, mais en vérité, elle envisage très clairement la fermeture de ce site et en réalité la délocalisation progressive de certaines de ses productions. Le gouvernement doit dire la vérité sur cette question, il doit parler haut et fort et il doit prendre parti. Il ne peut pas, comme cela s'est passé dans la réunion lundi après-midi où était présente Marie-Georges Buffet, passer les plats entre la direction et les syndicats comme si le gouvernement n'avait rien à dire dans cette affaire. Il en va d'une question essentielle pour le pays. Si nous acceptions la fermeture de PSA Aulnay, ce serait une rupture, puisque ce groupe, qui continue de faire d'importants bénéfices, avait toujours eu une tradition de production sur le territoire national. Nous ne pouvons pas accepter une conversion de cette stratégie qui s'aligne sur les stratégies qu'on connaît trop de délocalisation et de mise en concurrence avec des politiques low cost pour les salaires. Donc il faut empêcher cela, qui serait un coup terrible porté à l'industrie, à l'Île-de-France et à la Seine-Saint-Denis, puisqu'on nous dit tant qu'il faut réduire les inégalités sociales dans ce pays. Est-ce qu'on va laisser fermer en pleine Seine-Saint-Denis une usine dans laquelle travaillent 3500 ouvriers et qui en fait travailler des milliers d'autres avec les emplois indirects? Ce serait un coup terrible contre ce département et ses populations, contre l'industrie nationale. L'affaire PSA est une affaire d'importance nationale, comme beaucoup d'autres en ce moment. Et je veux le dire clairement, à compter de ce jour, nous nous considérons, nous, comme force participant de la majorité, comme une force responsable de l'avenir de ce site, que nous placerons, avec toutes les entreprises menacées dans ce pays, sous surveillance, pour qu'il ne soit pas possible que la gauche laisse faire ce que la droite a organisé avant de partir. Et nous demandons sur ce point et au-delà la mise en débat immédiate de nombreuses mesures utiles aux relances d'une vraie politique d'emploi et une vraie relance de politique industrielle en France. Oui, il faut l'interdiction des licenciements boursiers, je l'ai dit, mais il faut beaucoup d'autres choses. Il faut des nouveaux droits pour les travailleurs. C'est une urgence. Je l'ai dit souvent dans la campagne électorale. La dernière grande loi ambitieuse de la gauche qui a donné des droits aux salariés remonte maintenant à 1982, les lois Auroux. Nous sommes bien loin de ce temps-là. Le monde de l'entreprise a bien changé. Les actionnaires, qui sont souvent des actionnaires financiers, des fonds de pension, qui sont bien loin des objectifs d'intérêt national, ont beaucoup trop de pouvoir dans toutes les entreprises. Il faut d'urgence donner des nouveaux droits aux salariés, des droits suspensifs aux comités d'entreprise. Et il faut, au-delà, engager la création d'un système de sécurité, d'emploi et de formation qui protégerait les salariés de leur mise en concurrence permanente par les politiques qui visent à écraser le coût du travail et qui ne conçoivent la compétitivité que comme une compétitivité contre les travailleurs au lieu d'être à leur service. Et pourquoi pas des conférences régionales partout dans le pays qui évalueraient les besoins, qui travailleraient avec les syndicalistes, les salariés et qui feraient émerger les bases d'un tel système de sécurité, d'emploi et de formation, comme la France a été capable de le faire à la Libération avec la sécurité sociale. Il faut des mesures pour l'emploi des jeunes. Et nous avons un projet de loi déjà travaillé avec beaucoup d'associations de jeunes qui peut être versé au travail collectif de la majorité. Il faut des mesures pour l'égalité salariale. Et cela nous ramène aussi à la qualité des emplois, à la qualité de la rémunération pour les femmes dans ce pays. Car quand, par exemple, nous demandons le SMIC à 1 700 €, nous parlons des femmes de ce pays, puisque 80% des smicards Et je veux dire une dernière chose sur ce point.
il faut, avant prendre toute mesure nouvelle, une mise à plat générale des politiques d'exonération de cotisations sociales. Le gouvernement parle de supprimer les exonérations sur les heures supplémentaires. Très bien, mais il parle au même moment de créer de nouvelles exonérations pour les contrats dits de génération. Si on supprime des exonérations d'un côté et qu'on en recrée d'autres de l'autre côté, le patronat s'en servira toujours de la même façon. Eh bien, nous disons, arrêtons ces politiques-là, mettons à plat le système. Puisqu'on nous dit, le gouvernement dit qu'il faut des comptes, qu'il faut savoir où nous en sommes vraiment, eh bien faisons un audit public et citoyen avec les syndicalistes de toutes les exonérations de cotisations sociales. Regardons si elles ont été efficaces. Ouvrons le débat dans le pays sur ça. Et nous sommes certains qu'il y a bien mieux à faire, qu'il y a une politique plus intelligente à inventer, comme celle que nous proposons, avec les modulations de cotisations ou la création de cotisations sur les revenus financiers des entreprises. Ayons le courage à gauche d'ouvrir ce débat en grand. Pour les mêmes raisons, nous voulons le débat sur les moyens du changement. Nous ne pourrons pas nous en tirer en termes de moyens bancaires et financiers avec une minuscule banque publique d'investissement quand l'essentiel des moyens financiers qui sont dans les mains du secteur bancaire et financier continue de fonctionner sur les seuls critères exigés par les marchés financiers. Nous n'avons pas le droit de continuer à laisser ces milliers et milliers de milliards dans les mains du secteur bancaire et financier qui s'en sert contre l'intérêt du pays. La mise en chantier d'un pôle public bancaire et financier est une des urgences, c'est une des premières mesures qui devrait être prise si la gauche veut se donner les moyens de réussir le changement. Et il faut de la même manière engager une très grande réforme fiscale qui aille très au-delà des mesures symboliques annoncées dans le programme de François Hollande. À tout cela, nous sommes disposés. Et je veux dire une dernière chose. Le Parti socialiste, nous dit-on ces temps-ci, la gauche, apparaît-il tous les pouvoirs. Précisons une chose. La gauche a désormais tous les pouvoirs institutionnels. Mais reste la grande question, la question décisive, celle qui va se poser pendant 5 ans. La gauche va-t-elle enfin se servir des pouvoirs dont elle dispose, des pouvoirs institutionnels et politiques qui sont très importants maintenant? Va-t-elle s'en servir pour enfin reprendre le pouvoir sur l'argent des banques? Sur l'argent des banques qu'il faut cesser de laisser aux mains des marchés, sur l'argent public dont il faut cesser de se laisser dicter l'utilisation par la Commission européenne, sur l'argent des entreprises, parce qu'il faut faire reculer le pouvoir des actionnaires qui se moquent, pour ne pas dire plus, de l'intérêt national. Oui, la grande bataille à mener, c'est d'utiliser les pouvoirs dont dispose la gauche pour récupérer vraiment au service du pays le pouvoir sur l'argent et sur les richesses que créent ceux qui vivent et travaillent dans ce pays. C'est cette bataille-là que nous voulons mener avec les syndicalistes, avec le Front des luttes. Et c'est dans cet esprit, dans le même esprit, que nous mènerons toutes les autres batailles, singulièrement pour la relance des services publics. Et je veux le dire parce que les services publics sont un moyen du partage de la richesse nationale. C'est un moyen de redistribution des richesses, c'est un moyen d'égalité, c'est un moyen de justice. Les services publics doivent connaître une nouvelle ambition dans le quinquennat à venir et des signes importants doivent être envoyés immédiatement. Malheureusement, comme tous les étés depuis toutes ces dernières années, la période estivale sera dramatique dans les hôpitaux français. Il faut redonner du courage au personnel hospitalier. Excusez-moi. Il faut redonner du courage au personnel hospitalier tout de suite et leur envoyer un signe de confiance, car eux,
se dépensent tous les jours pour réussir au service du pays. La mesure annoncée est simple et elle remplirait d'espoir tous les personnels hospitaliers de France, de l'aide-soignante aux patrons de service. Il faut abroger la loi Bachelot et reprendre le débat sur une ambitieuse politique publique hospitalière dans notre pays. Et de la même manière, il faut, puisqu'on nous annonce un grand débat sur l'école, immédiatement mettre un terme à la RGPP, recréer tous les postes et concevoir la future réforme annoncée de l'éducation nationale dans un réel processus démocratique. Il faut mettre en chantier des politiques ambitieuses et rapidement en matière de logement, en matière de culture, et je ne peux pas citer tous les sujets. Pour avancer dans cette voie, je veux vous le dire, et c'est la dernière partie que je voulais aborder, le front de gauche, ce que nous avons construit, est un bien précieux, est un bien très précieux, parce que nous avons devant nous un énorme travail d'unité, de rassemblement, de mise en mouvement des forces populaires de ce pays. Et il serait fou d'entamer ce travail de titan qui est devant nous en se privant de l'acquis de ce que nous venons de réaliser dans la campagne présidentielle et les campagnes législatives. Nous avons... Voilà, vous venez d'écouter en direct Pierre Laurent, le secrétaire national du Parti communiste français qui intervenait ici à la Mutualité à Paris. Confirmation, il n'y aura pas de ministre communiste au sein du gouvernement Ayrault 2 qui sera annoncé demain. Mais de tout ça, on va en parler avec Michel Grossior qui présente le journal de 19h. Dans quelques secondes, restez avec nous sur les chaînes parlementaires.